Germinal, partie 12 du livre audio, chapitre 6 de la partie 5 du roman. Étienne, dégrisé par les gifles de Catherine, était resté à la tête des camarades. Mais, pendant qu'il les jetait sur Montsou, d'une voix enrouée, il entendait une autre voix en lui, une voix de raison qui s'étonnait, qui demandait pourquoi tout cela. Il n'avait rien voulu de ces choses. Comment pouvait-il se faire que, parti pour Jean Bart, dans le but d'agir froidement et d'empêcher un désastre, il acheva la journée, de violence en violence, par assiéger l'hôtel du directeur? C'était bien lui, cependant, qui venait de crier « Halte !» Seulement, il n'avait d'abord eu que l'idée de protéger les chantiers de la compagnie, où l'on parlait d'aller tout saccager. Et maintenant que des pierres éraflaient déjà la façade de l'hôtel, il cherchait, sans la trouver, sur quelle proie légitime il devait lancer la bande afin d'éviter de plus grands malheurs. Comme il demeurait seul ainsi, impuissant au milieu de la route, quelqu'un l'appela. Un homme debout sur le seuil de l'estaminet Tison, dont la cabaretière s'était hâtée de mettre les volets en ne laissant libre que la porte. « Oui, c'est moi. Écoute donc. » C'était Rasseneur. Une trentaine d'hommes et de femmes, presque tous du coron des 240, restés chez eux le matin et venus le soir aux nouvelles, avaient envahi cet estaminet à l'approche des grévistes. Zacharie occupait une table avec sa femme, Philomène. Plus loin, Pierron et la Pierronne, tournant le dos, se cachaient le visage. D'ailleurs, personne ne buvait. On s'était abrité, simplement. Étienne reconnut Rasseneur, et il s'écartait lorsque celui-ci ajouta « Ma vue te gêne, n'est-ce pas ? Je t'avais prévenu. Les embêtements commencent. Maintenant, vous pouvez réclamer du pain, c'est du plomb qu'on vous donnera. » Alors, il revint. Il répondit « Ce qui me gêne, ce sont les lâches qui, les bras croisés, nous regardent risquer notre peau. »« Ton idée est donc de piller en face ?» demanda Rasseneur. « Mon idée est de rester jusqu'au bout avec les amis, quitte à crever tous ensemble. » Désespéré, Étienne rentra dans la foule, prêt à mourir. Sur la route, 3 enfants lançaient des pierres, et il leur allongea un grand coup de pied en criant, pour arrêter les camarades, que ça n'avançait à rien de casser des vitres. Bébert et Lydie, qui venaient de rejoindre Jeanlin, apprenaient de ce dernier à manier sa fronde. Ils lançaient chacun un caillou, jouant à qui ferait le plus gros dégât. Lydie, par un coup de maladresse, avait fêlé la tête d'une femme dans la cohue, et les 2 garçons se tenaient les côtes. Derrière eux, Bonnemort et Mouque, assis sur un banc, les regardaient. Les jambes enflées de Bonnemort le portaient si mal qu'il avait eu grand-peine à se traîner jusque-là, sans qu'on sût quelle curiosité le poussait, car il avait son visage terreux, des jours où l'on ne pouvait lui tirer une parole. Personne, du reste, n'obéissait plus à Étienne. Les pierres, malgré ses ordres, continuaient à grêler, et il s'étonnait, il s'effarait devant ces brutes démuselées par lui, si lentes à s'émouvoir, terribles ensuite, d'une ténacité féroce dans la colère. Tout le vieux sang flamand était là, lourd et placide, mettant des mois à s'échauffer, se jetant aux sauvageries abominables, sans rien entendre, jusqu'à ce que la bête fût saoule d'atrocité. Dans son midi, les foules flambaient plus vite. Seulement, elles faisaient moins de besogne. Il dut se battre avec Levaque pour lui arracher sa hache. Il en était à ne savoir comment contenir les Maheu qui lançaient les cailloux des 2 mains. Et les femmes surtout l'effrayaient. La Levaque, la Mouquette et les autres, agités d'une fureur meurtrière, les dents et les ongles dehors, aboyantes comme des chiennes, sous les excitations de la brûlée, qui les dominait de sa taille maigre. Mais il y eut un brusque arrêt. La surprise d'une minute déterminait un peu du calme que les supplications d'Étienne ne pouvaient obtenir. C'étaient simplement les Grégoire qui se décidaient à prendre congé du notaire pour se rendre en face,
chez le directeur. Et ils semblaient si paisibles, ils avaient si bien l'air de croire à une pure plaisanterie de la part de leurs braves mineurs, dont la résignation les nourrissait depuis un siècle, que ceux-ci, étonnés, avaient en effet cessé de jeter des pierres, de peur d'atteindre ce vieux monsieur et cette vieille dame tombés du ciel. Ils les laissèrent entrer dans le jardin, monter le perron, sonner à la porte barricadée, qu'on ne se pressait pas de leur ouvrir. Justement, la femme de chambre, Rose, rentrait de sa sortie en riant aux ouvriers furieux, qu'elle connaissait tous, car elle était de Montsou. Et ce fut elle qui, à coups de poing dans la porte, finit par forcer Hippolyte à l'entrebâiller. Il était temps, les Grégoire disparaissaient, lorsque la grêle des pierres recommença. Revenu de son étonnement, la foule clamait plus fort. « À mort, les bourgeois ! Vive la sociale !» Rose continuait à rire, dans le vestibule de l'hôtel, comme égayée de l'aventure, répétant aux domestiques terrifiés. « Ils ne sont pas méchants, je les connais. » Monsieur Grégoire accrocha méthodiquement son chapeau, puis, lorsqu'il eut aidé madame Grégoire à retirer sa mante de gros drap, il dit à son tour. « Sans doute, ils n'ont pas de malice au fond. Lorsqu'ils auront bien crié, ils iront souper avec plus d'appétit. » À ce moment, monsieur Hennebeau descendait du second étage. Il avait vu la scène, et il venait recevoir ses invités de son air habituel, froid et poli. Seule, la pâleur de son visage disait les larmes qu'il avait secouées. L'homme était dompté, il ne restait en lui que l'administrateur correct, résolu à remplir son devoir. « Vous savez, dit-il, que ces dames ne sont pas rentrées encore. » Pour la première fois, une inquiétude émotionna les Grégoire. Cécile, pas rentrée ? Comment rentrerait-elle si la plaisanterie de ces mineurs se prolongeait ? « J'ai songé à faire dégager la maison, » ajouta M. Hennebeau. « Le malheur est que je suis seul ici, et que je ne sais d'ailleurs où envoyer mon domestique, pour me ramener 4 hommes et un caporal qui me nettoieraient cette canaille. » Rose, demeurée là, osa murmurer de nouveau. « Oh, monsieur, ils ne sont pas méchants. » Le directeur hocha la tête, pendant que le tumulte croissait au dehors et qu'on entendait le sourd écrasement des pierres contre la façade. « Je ne leur en veux pas. Je les excuse même. Il faut être bête comme eux pour croire que nous nous acharnons à leur malheur. Seulement, je réponds de la tranquillité. Dire qu'il y a des gendarmes par les routes, à ce qu'on m'affirme, et que, depuis ce matin, je n'ai pu en avoir un seul. » Il s'interrompit, il s'effaça devant madame Grégoire en disant « Je vous en prie, madame, ne restez pas là, entrez dans le salon. » Mais la cuisinière, qui montait du sous-sol, exaspérée, les retint dans le vestibule quelques minutes encore. Elle déclara qu'elle n'acceptait plus la responsabilité du dîner, car elle attendait, de chez le pâtissier de Marchienne, des croûtes de vol au vent, qu'elle avait demandées pour 4 heures. Évidemment, le pâtissier s'était égaré en chemin, pris de la peur de ces bandits. Peut-être même avait-on pillé ses mannes. Elle voyait les vols au vent bloqués derrière un buisson, assiégés, gonflant les ventres des 3000 misérables qui demandaient du pain. En tout cas, monsieur était prévenu. Elle préférait flanquer son dîner au feu si elle le ratait à cause de la Révolution. « Un peu de patience, » dit M. Hennebeau. « Rien n'est perdu. Le pâtissier peut venir. » Et, comme il se retournait vers madame Grégoire, en ouvrant lui-même la porte du salon, il fut très surpris d'apercevoir, assis sur la banquette du vestibule, un homme qu'il n'avait pas distingué jusque-là dans l'ombre croissante. « Tiens, c'est vous, Maigrat ? Qu'y a-t-il donc ?» Maigrat s'était levé et son visage apparut gras et blême, décomposé par l'épouvante. Il n'avait plus sa carrure de gros homme calme. Il expliqua humblement qu'il s'était glissé chez monsieur le directeur pour réclamer aide et protection si les brigands s'attaquaient à son magasin. « Vous voyez que je suis menacé moi-même et que je n'ai personne, » répondit M. Hennebeau. « Vous auriez mieux fait de rester chez vous à garder vos marchandises. »« Oh, j'ai mis les barres de fer, puis j'ai laissé ma femme. » Le directeur s'impatienta, sans cacher son mépris. «
Une belle garde que cette créature chétive maigrit de coups. Enfin, je n'y peux rien, tâchez de vous défendre. Et je vous conseille de rentrer tout de suite, car les voilà qui demandent encore du pain. Écoutez. En effet, le tumulte reprenait, et Maigrat crut entendre son nom au milieu des cris. Rentrer, ce n'était plus possible, on l'aurait écharpé. D'autre part, l'idée de sa ruine le bouleversait. Il colla son visage au panneau vitré de la porte, suant, tremblant, guettant le désastre, tandis que les Grégoire se décidaient à passer dans le salon. Tranquillement, M. Hennebeau affectait de faire les honneurs de chez lui, mais il priait en vain ses invités de s'asseoir, la pièce close, barricadée, éclairée de 2 lampes avant la tombée du jour, s'emplissait d'effroi à chaque nouvelle clameur du dehors. Dans l'étouffement des tentures, la colère de la foule ronflait, plus inquiétante, d'une menace vague et terrible. On causa, pourtant, sans cesse ramené à cette inconcevable révolte. Lui s'étonnait de n'avoir rien prévu, et sa police était si mal faite qu'il s'emportait surtout contre Rasseneur, dont il disait reconnaître l'influence détestable. Du reste, les gendarmes allaient venir. Il était impossible qu'on l'abandonnât de la sorte. Quant aux Grégoire, ils ne pensaient qu'à leur fille. La pauvre chérie qui s'effrayait si vite. Peut-être, devant le péril, la voiture était-elle retournée à Marchiennes. Pendant un quart d'heure encore, l'attente dura, énervée par le vacarme de la route, par le bruit des pierres tapant de temps à autre dans les volets fermés, qui sonnaient ainsi que des tambours. Cette situation n'était plus tolérable. M. Hennebeau parlait de sortir, de chasser à lui seul les braillards et d'aller au-devant de la voiture, lorsqu'Hippolyte parut en criant « Monsieur, monsieur, voici madame, on tue madame !» La voiture n'ayant pu dépasser la ruelle de Réquillart, au milieu des groupes menaçants, Négrel avait suivi son idée, faire à pied les 100 mètres qui les séparaient de l'hôtel, puis frapper à la petite porte donnant sur le jardin, près des communs. Le jardinier les entendrait, il y aurait bien toujours là quelqu'un pour ouvrir. Et, d'abord, les choses avaient marché parfaitement. Déjà, Madame Hennebeau et ses demoiselles frappaient, lorsque des femmes, prévenues, se jetèrent dans la ruelle. Alors, tout se gâta. On n'ouvrait pas la porte. Négrel avait tâché vainement de l'enfoncer à coups d'épaule. Le flot des femmes croissait. Il craignit d'être débordé. Il prit le parti désespéré de pousser devant lui sa tante et les jeunes filles pour gagner le perron, au travers des assiégeants. Mais cette manœuvre amena une bousculade. On ne les lâchait pas. Une bande hurlante les traquait, tandis que la foule refluait de droite et de gauche, sans comprendre encore, étonnée seulement de ces dames en toilette perdues dans la bataille. À cette minute, la confusion devint telle qu'il se produisit un de ces faits d'affolement qui restent inexplicables. Lucie et Jeanne, arrivées au perron, s'étaient glissées par la porte que la femme de chambre entrebâillait. Madame Hennebeau avait réussi à les suivre, et, derrière elle, Négrel entra enfin, remit les verrous, persuadé qu'il avait vu Cécile passer la première. Elle n'était plus là, disparue en route, emportée par une telle peur qu'elle avait tourné le dos à la maison et s'était jetée d'elle-même en plein danger. Aussitôt, le cri s'éleva. « Vive la sociale ! À mort les bourgeois ! À mort !» Quelques-uns, de loin, sous la voilette qui lui cachait le visage, la prenaient pour Madame Hennebeau. D'autres nommaient une amie de la directrice, la jeune femme d'un usinier voisin, exécrée de ses ouvriers. Et, d'ailleurs, peu importait, c'était sa robe de soie, son manteau de fourrure, jusqu'à la plume blanche de son chapeau qui exaspérait. Elle sentait le parfum, elle avait une montre, elle avait une peau fine de fainéante qui ne touchait pas au charbon. « Attends !» cria la brûlée. « On va t'en mettre au cul, de la dentelle !»« C'est à nous que ces salopes volent ça !» reprit la Levaque. « Elles se collent du poil sur la peau lorsque nous crevons de froid. Foutez-moi là donc toute nue pour lui apprendre à vivre. » Du coup, la Mouquette s'élança. « Oui, oui, faut la fouetter !» Et les femmes, dans cette rivalité sauvage, s'étouffaient, allongeaient leurs guenilles, voulaient chacune un morceau de cette fille de riche. Sans doute qu'elle n'avait pas le derrière mieux fait qu'une autre. Plus d'une même était pourrie.
sous ces fanfreluches. Voilà assez longtemps que l'injustice durait. On les forcerait bien toutes à s'habiller comme des ouvrières, ces catins qui osaient dépenser 50 sous pour le blanchissage d'un jupon. Au milieu de ces furies, Cécile grelottait, les jambes paralysées, bégayant à 20 reprises la même phrase. « Mesdames, je vous en prie, mesdames, ne me faites pas du mal !» Mais elle eut un cri rauque, des mains froides venaient de la prendre au cou. C'était le vieux Bonnemort, près duquel le flot l'avait poussé et qui l'empoignait. Il semblait ivre de faim, hébété par sa longue misère, sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle, sans qu'il fût possible de savoir sous quelle poussée de rancune. Après avoir, en sa vie, sauvé de la mort une douzaine de camarades, risquant ses os dans le grisou et dans les éboulements, il cédait à des choses qu'il n'aurait pu dire, à un besoin de faire ça, à la fascination de ce cou blanc de jeune fille. Et, comme ce jour-là, il avait perdu sa langue, il serrait les doigts, de son air de vieille bête infirme, en train de ruminer des souvenirs. « Non, non !» hurlaient les femmes. « Le cul à l'air ! Le cul à l'air !» Dans l'hôtel, dès qu'on s'était aperçu de l'aventure, Négrel et M. Hennebeau avaient rouvert la porte, bravement, pour courir au secours de Cécile. Mais la foule, maintenant, se jetait contre la grille du jardin, et il n'était plus facile de sortir. Une lutte s'engageait là, pendant que les Grégoire, épouvantés, apparaissaient sur le perron. « Laissez-la donc, vieux, c'est la demoiselle de la Piolaine !» cria la Maheude au grand-père en reconnaissant Cécile dont une femme avait déchiré la voilette. De son côté, Étienne, bouleversé de ses représailles contre une enfant, s'efforçait de faire lâcher prise à la bande. Il eut une inspiration. Il brandit la hache qu'il avait arrachée des poings de Levaque. « Chez Maigrat, nom de Dieu, il y a du pain là-dedans. Foutons la baraque à Maigrat par terre. » Et, à la volée, il donna un premier coup de hache dans la porte de la boutique. Des camarades l'avaient suivi, Levaque, Maheu et quelques autres. Mais les femmes s'acharnaient. Cécile était retombée des doigts de Bonnemort dans les mains de la brûlée. À quatre pattes, Lydie et Bébert, conduits par Jeanlin, se glissaient entre les jupes pour voir le derrière de la dame. Déjà, on la tiraillait, ses vêtements craquaient, lorsqu'un homme à cheval parut, poussant sa bête, cravachant ceux qui ne se rangeaient pas assez vite. « Ah, canaille, vous en êtes à fouetter nos filles !» C'était Deneulin qui arrivait au rendez-vous pour le dîner. Vivement, il sauta sur la route, prit Cécile par la taille et, de l'autre main, manœuvrant le cheval avec une adresse et une force extraordinaires, il s'en servait comme d'un coin vivant, fendait la foule qui reculait devant les ruades. À la grille, la bataille continuait. Pourtant, il passa, écrasa des membres. Ce secours imprévu délivra Négrel et M. Hennebeau en grand danger au milieu des jurons et des coups. Et tandis que le jeune homme rentrait enfin avec Cécile évanouie, Deneulin, qui couvrait le directeur de son grand corps, en haut du perron, reçut une pierre, dont le choc faillit lui démonter l'épaule. « C'est ça !» cria-t-il. « Cassez-moi les os, après avoir cassé mes machines !» Il repoussa promptement la porte. Une bordée de cailloux s'abattit dans le bois. « Quels enragés !» reprit-il. « 2 secondes de plus, et ils me crevaient le crâne comme une courge vide. On n'a rien à leur dire. Que voulez-vous ? Ils ne savent plus. Il n'y a qu'à les assommer. » Dans le salon, les Grégoire pleuraient, en voyant Cécile revenir à elle. Elle n'avait aucun mal, pas même une égratignure. Sa voilette seule était perdue. Mais leur effarement augmenta lorsqu'ils reconnurent devant eux leur cuisinière, Mélanie, qui contait comment la bande avait démoli la Piolaine. Folle de peur, elle accourait avertir ses maîtres. Elle était entrée, elle aussi, par la porte entrebâillée, au moment de la bagarre, sans que personne la remarquât. Et, dans son récit interminable, l'unique pierre de Jeanlin qui avait brisé une seule vitre devenait une canonnade en règle, dont les murs restaient fendus. Alors, les idées de M. Grégoire furent bouleversées. On égorgeait sa fille, on rasait sa maison,
C'était donc vrai que ces mineurs pouvaient lui en vouloir parce qu'il vivait en brave homme de leur travail? La femme de chambre, qui avait apporté une serviette et de l'eau de Cologne, répéta « Tout de même, c'est drôle, ils ne sont pas méchants. » Madame Hennebeau, assise, très pâle, ne se remettait pas de la secousse de son émotion, et elle retrouva seulement un sourire lorsqu'on félicita Négrel. Les parents de Cécile remerciaient surtout le jeune homme. C'était maintenant un mariage conclu. Monsieur Hennebeau regardait en silence, allait de sa femme à cet amant qu'il jurait de tuer le matin, puis à cette jeune fille qui l'en débarrasserait bientôt sans doute. Il n'avait aucune hâte, une seule peur lui restait, celle de voir sa femme tomber plus bas, à quelque laquais peut-être. « Et vous, mes petites chéries, demanda Deneulin à ses filles, on ne vous a rien cassé ?» Lucie et Jeanne avaient eu bien peur, mais elles étaient contentes d'avoir vu ça. Elles riaient à présent. « Sapristi, continua le père, voilà une bonne journée. Si vous voulez une dot, vous ferez bien de la gagner vous-même. Et attendez-vous encore à être forcé de me nourrir. » Il plaisantait, la voix tremblante. Ses yeux se gonflèrent quand ses deux filles se jetèrent dans ses bras. Monsieur Hennebeau avait écouté cet aveu de ruine. Une pensée vive éclaira son visage. En effet, Vandame allait être à Montsou. C'était la compensation espérée, le coup de fortune qui le remettrait en faveur près de ces messieurs de la régie. À chaque désastre de son existence, il se réfugiait dans la stricte exécution des ordres reçus. Il faisait de la discipline militaire où il vivait sa part réduite de bonheur. Mais on se calmait. Le salon tombait à une paix lasse, avec la lumière tranquille des deux lampes et le tiède étouffement des portières. Que se passait-il donc dehors? Les braillards se taisaient, des pierres ne battaient plus la façade, et l'on entendait seulement de grands coups sourds, ces coups de cognée qui sonnent au lointain des bois. On voulut savoir, on retourna dans le vestibule, risquer un regard par le panneau vitré de la porte. Même ces dames et ces demoiselles montèrent se poster derrière les persiennes du premier étage. « Voyez-vous ce gredin de Rasseneur, en face, sur le seuil de ce cabaret ?» dit M. Hennebeau à Deneulin. « Je l'avais flairé. Il faut qu'il en soit. » Pourtant, ce n'était pas Rasseneur. C'était Étienne qui enfonçait à coups de hache le magasin de Maigrat. Et il appelait toujours les camarades. Est-ce que les marchandises, là-dedans, n'appartenaient pas aux charbonniers? Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre leurs biens à ce voleur qui les exploitait depuis si longtemps, qui les affamait sur un mot de la compagnie? Peu à peu, tous lâchaient l'hôtel du directeur, accouraient au pillage de la boutique voisine. Le cri « Du pain, du pain, du pain !» grondait de nouveau. On en trouverait du pain derrière cette porte. Une rage de faim les soulevait, comme si, brusquement, ils ne pouvaient attendre davantage, sans expirer sur cette route. De telles poussées se ruaient dans la porte qu'Étienne craignait de blesser quelqu'un à chaque volée de la hache. Cependant, Maigrat, qui avait quitté le vestibule de l'hôtel, s'était d'abord réfugié dans la cuisine. Mais il n'y entendait rien, il y rêvait des attentats abominables contre sa boutique. Et il venait de remonter pour se cacher derrière la pompe, dehors, lorsqu'il distingua nettement les craquements de la porte, les vociférations de pillage, où se mêlait son nom. Ce n'était donc pas un cauchemar. S'il ne voyait pas, il entendait maintenant. Il suivait l'attaque, les oreilles bourdonnantes. Chaque coup de cognée lui entrait en plein cœur. Un gond avait dû sauter. Encore 5 minutes, et la boutique était prise. Cela se peignait dans son crâne en images réelles, effrayantes. Les brigands qui se ruaient, puis les tiroirs forcés, les sacs éventrés, tout mangé, tout bu, la maison elle-même emportée, plus rien, pas même un bâton pour aller mendier au travers des villages. Non, il ne leur permettrait pas d'achever sa ruine. Il préférait y laisser la peau. Depuis qu'il était là, il apercevait, à une fenêtre de sa maison, sur la façade en retour, la chétive silhouette de sa femme, pâle et brouillée derrière les vitres. Sans doute, elle regardait arriver les coups.
de son air muet de pauvre être battu. Au-dessous, il y avait un hangar placé de telle sorte que, du jardin de l'hôtel, on pouvait y monter en grimpant au treillage du mur mitoyen. Puis, de là, il était facile de ramper sur les tuiles jusqu'à la fenêtre, et l'idée de rentrer ainsi chez lui le torturait à présent. Dans son remords d'en être sorti, peut-être aurait-il le temps de barricader le magasin avec des meubles. Même, il inventait d'autres défenses héroïques, de l'huile bouillante, du pétrole enflammé, versé d'en haut. Mais cet amour de ses marchandises luttait contre sa peur. Il râlait de lâcheté combattue. Tout d'un coup, il se décida à un retentissement plus profond de la hache. L'avarice l'emportait. Lui et sa femme couvriraient les sacs de leur corps plutôt que d'abandonner un pain. Des huées, presque aussitôt, éclatèrent. « Regardez, regardez, le matou est là-haut. Ô chat, ô chat !» La bande venait d'apercevoir Maigrat sur la toiture du hangar. Dans sa fièvre, malgré sa lourdeur, il avait monté au treillage avec agilité, sans se soucier des bois qui cassaient. Et, maintenant, il s'aplatissait le long des tuiles, il s'efforçait d'atteindre la fenêtre. Mais la pente se trouvait très raide, il était gêné par son ventre, ses ongles s'arrachaient. Pourtant, il se serait traîné jusqu'en haut s'il ne s'était mis à trembler dans la crainte de recevoir des pierres. Car la foule, qu'il ne voyait plus, continuait à crier sous lui. « Oh chat! Oh chat! Faut le démolir !» Et, brusquement, ses deux mains lâchèrent à la fois. Il roula comme une boule, sursauta à la gouttière, tomba en travers du mur mitoyen, si malheureusement qu'il rebondit du côté de la route, où il s'ouvrit le crâne, à l'angle d'une borne. La cervelle avait jailli. Il était mort. Sa femme, en haut, pâle et brouillée derrière les vitres, regardait toujours. D'abord, ce fut une stupeur. Étienne s'était arrêté, la hache glissait des poings. Maheu, Levaque, tous les autres, oubliaient la boutique, les yeux tournés vers le mur, où coulait lentement un mince filet rouge. Et les cris avaient cessé. Un silence s'élargissait dans l'ombre croissante. Tout de suite, les huées recommencèrent. C'étaient les femmes qui se précipitaient, prises de l'ivresse du sang. « Il y a donc un bon Dieu ! Ah, cochon, c'est fini !» Elles entouraient le cadavre encore chaud. Elles l'insultaient avec des rires, traitant de sale gueule sa tête fracassée, hurlant à la face de la mort la longue rancune de leur vie sans pain. « Je te devais 60 francs. Te voilà payé, voleur !» dit la Maheude, enragée parmi les autres. « Tu ne me refuseras plus de crédit. Attends, il faut que je t'engraisse encore. » De ses 10 doigts, elle grattait la terre. Elle en prit 2 poignées, dont elle lui emplit la bouche, violemment. « Tiens, mange donc! Tiens, mange! Mange! Toi qui nous mangeais !» Les injures redoublèrent, pendant que le mort, étendu sur le dos, regardait, immobile, de ses grands yeux fixes, le ciel immense d'où tombait la nuit. Cette terre, tassée dans sa bouche, c'était le pain qu'il avait refusé, et il ne mangerait plus que de ce pain-là maintenant. Ça ne lui avait guère porté bonheur d'affamer le pauvre monde. Mais les femmes avaient à tirer de lui d'autres vengeances. Elles tournaient en le flairant, pareilles à des louves. Toutes cherchaient un outrage, une sauvagerie qui les soulageât. On entendit la voix aigre de la brûlée. « Faut le couper comme un matou. »« Oui, oui, au chat. Au chat. Il en a trop fait, le salaud. » Déjà, la mouquette le déculottait, tirait le pantalon, tandis que la Levaque soulevait les jambes. Et la brûlée, de ses mains sèches de vieille, écarta les cuisses nues, empoigna cette virilité morte. Elle tenait tout, arrachant dans un effort qui tendait sa maigre échine et faisait craquer ses grands bras. Les peaux molles résistaient. Elle dut s'y reprendre. Elle finit par emporter le lambeau, un paquet de chair velue et sanglante, qu'elle agita avec un rire de triomphe. « Je l'ai! Je l'ai !» Des voix aiguës saluèrent d'imprécations l'abominable trophée. « Ah, bougre !
Tu n'empliras plus nos filles. Oui, c'est fini de te payer sur la bête. Nous n'y passerons plus toutes, à tendre le derrière pour avoir un pain. Tiens, je te dois 6 francs. Veux-tu prendre un acompte? Moi, je veux bien, si tu peux encore. Cette plaisanterie les secoua d'une gaieté terrible. Elles se montraient le lambeau sanglant, comme une bête mauvaise, dont chacune avait eu à souffrir, et qu'elles venaient d'écraser enfin, qu'elles voyaient là, inertes, en leur pouvoir. Elles crachaient dessus, elles avançaient leurs mâchoires en répétant dans un furieux éclat de mépris. « Il ne peut plus, il ne peut plus, ce n'est plus un homme qu'on va foutre dans la terre, va donc pourrir, bonne à rien !» La brûlée alors planta tout le paquet au bout de son bâton, et, le portant en l'air, le promenant ainsi qu'un drapeau, elle se lança sur la route, suivie de la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang pleuvaient, cette chair lamentable pendait comme un déchet de viande à l'étal d'un boucher. En haut, à la fenêtre, Madame Maigrat ne bougeait toujours pas, mais sous la dernière lueur du couchant, les défauts brouillés des vitres déformaient sa face blanche, qui semblait rire. Battue, trahie à chaque heure, les épaules pliées du matin au soir sur un registre, peut-être riait-elle, quand la bande des femmes galopa avec la bête mauvaise, la bête écrasée, au bout d'un bâton. Cette mutilation affreuse s'était accomplie dans une horreur glacée. Ni Étienne, ni Maheu, ni les autres n'avaient eu le temps d'intervenir. Ils restaient immobiles devant ce galop de furie. Sur la porte de l'estaminet Tison, des têtes se montraient, Rasseneur, blême de révolte, et Zacharie et Philomène, stupéfiés d'avoir vu. Les 2 vieux, Bonnemort et Mouque, très graves, hochaient la tête. Seul Jeanlin rigolait, poussait du coude Bébert, forçait Lydie à lever le nez. Mais les femmes revenaient déjà, tournant sur elles-mêmes, passant sous les fenêtres de la direction. Et, derrière les persiennes, ces dames et ces demoiselles allongeaient le cou. Elles n'avaient pu apercevoir la scène, cachée par le mur. Elles distinguaient mal, dans la nuit devenue noire. « Qu'ont-elles donc au bout de ce bâton ?» demanda Cécile, qui s'était enhardie jusqu'à regarder. Lucie et Jeanne déclarèrent que ce devait être une peau de lapin. « Non, non, » murmura madame Hennebeau, « ils auront pillé la charcuterie, on dirait un débris de porc. » À ce moment, elle tressaillit et elle se tut. Madame Grégoire lui avait donné un coup de genou. Toutes 2 restèrent béantes. Ces demoiselles, très pâles, ne questionnaient plus, suivaient de leurs grands yeux cette vision rouge au fond des ténèbres. Étienne de nouveau brandit la hache. Mais le malaise ne se dissipait pas. Ce cadavre à présent barrait la route et protégeait la boutique. Beaucoup avaient reculé. C'était comme un assouvissement qui les apaisait tous. Maheu demeurait sombre lorsqu'il entendit une voix lui dire à l'oreille de se sauver. Il se retourna, il reconnut Catherine, toujours dans son vieux paletot d'homme, noire, haletante. D'un geste, il la repoussa. Il ne voulait pas l'écouter. Il menaçait de l'abattre. Alors, elle eut un geste de désespoir. Elle hésita, puis courut vers Étienne. « Sauve-toi! Sauve-toi! Voilà les gendarmes !» Lui aussi la chassait. L'injuriait, en sentant remonter à ses joues le sang des gifles qu'il avait reçues. Mais elle ne se rebutait pas, elle l'obligeait à jeter la hache, elle l'entraînait par les 2 bras avec une force irrésistible. « Quand je te dis que voilà les gendarmes, écoute-moi donc, c'est Chaval qui est allé les chercher et qui les amène, si tu veux savoir. Moi, ça m'a dégoûtée. Je suis venue. Sauve-toi, je ne veux pas qu'on te prenne. » Et Catherine l'emmena à l'instant où un lourd galop ébranlait au loin le pavé. Tout de suite, un cri éclata. « Les gendarmes! Les gendarmes !» Ce fut une débâcle, un sauve-qui-peut si éperdu qu'en 2 minutes la route se trouva libre, absolument nette, comme balayée par un ouragan. Le cadavre de Maigrat faisait seul une tache d'ombre sur la terre blanche. Devant l'estaminet Tison, il n'était resté que Rasseneur, qui, soulagé, la face ouverte, applaudissait à la facile victoire des sabres.
tandis que, dans Montsou désert, éteint, dans le silence des façades closes, les bourgeois, la sueur à la peau, n'osant risquer un œil, claquaient des dents. La plaine se noyait sous l'épaisse nuit. Il n'y avait plus que les hauts fourneaux et les fours à coke incendiés au fond du ciel tragique. Pesamment, le galop des gendarmes approchait. Ils débouchèrent sans qu'on les distinguât en une masse sombre. Et, derrière eux, confiée à leur garde, la voiture du pâtissier de Marchiennes arrivait enfin, une carriole d'où sauta un marmiton qui se mit d'un air tranquille à déballer les croûtes des vols au vent. 6e partie. Chapitre 1. La première quinzaine de février s'écoula encore. Un froid noir prolongeait le dur hiver, sans pitié des misérables. De nouveau, les autorités avaient battu les routes. Le préfet de Lille, un procureur, un général. Et les gendarmes n'avaient pas suffi. De la troupe était venue occuper Montsou, tout un régiment dont les hommes campaient de Bonny à Marchiennes. Des postes armés gardaient les puits. Il y avait des soldats devant chaque machine. L'hôtel du directeur, les chantiers de la compagnie, jusqu'aux maisons de certains bourgeois, s'étaient hérissés des baïonnettes. On n'entendait plus, le long du pavé, que le passage lent des patrouilles. Sur le terri du Voreux, continuellement, une sentinelle restait plantée, comme une vigie au-dessus de la plaine rase, dans le coup de vent glacé qui soufflait là-haut. Et, toutes les 2 heures, ainsi qu'en pays ennemi, retentissaient les cris de faction. « Qui vive ! Avancez au mot de ralliement !» Le travail n'avait repris nulle part. Au contraire, la grève s'était aggravée. Crève-cœur, Mirou, Madeleine arrêtaient l'extraction, comme le Voreux. Feutry-Cantel et la Victoire perdaient de leur monde chaque matin. À Saint-Thomas, jusque-là indemne, des hommes manquaient. C'était maintenant une obstination muette en face de ce déploiement de force dont s'exaspérait l'orgueil des mineurs. Les corons semblaient déserts au milieu des champs de betteraves. Pas un ouvrier ne bougeait. À peine en rencontrait-on un, par hasard, isolé, le regard oblique, baissant la tête devant les pantalons rouges. Et, sous cette grande paix morne, dans cet entêtement passif, se butant contre les fusils, il y avait la douceur menteuse, l'obéissance forcée et patiente des fauves en cage, les yeux sur le dompteur, prêts à lui manger la nuque s'il tournait le dos. La compagnie que cette mort du travail ruinait parlait d'embaucher des mineurs du borinage à la frontière belge. Mais elle n'osait point, de sorte que la bataille en restait là, entre les charbonniers qui s'enfermaient chez eux et les fosses mortes, gardées par la troupe. Dès le lendemain de la journée terrible, cette paix s'était produite d'un coup, cachant une panique telle qu'on faisait le plus de silence possible sur les dégâts et les atrocités. L'enquête ouverte établissait que Maigrat était mort de sa chute et l'affreuse mutilation du cadavre demeurait vague, entourée déjà d'une légende. De son côté, la compagnie n'avouait pas les dommages soufferts, pas plus que les Grégoire ne se souciaient de compromettre leur fille dans le scandale d'un procès où elle devrait témoigner. Cependant, quelques arrestations avaient eu lieu, des comparses, comme toujours, imbéciles et ahuris, ne sachant rien. Par erreur, Pierron était allé, les menottes au poignet, jusqu'à Marchiennes, ce dont les camarades riaient encore. Rasseneur, également, avait failli être emmené entre 2 gendarmes. On se contentait, à la direction, de dresser des listes de renvoi. On rendait les livrets en masse. Maheu avait reçu le sien, Levaque aussi, de même que 34 de leurs camarades, au seul coron des 240. Et toute la sévérité retombait sur Étienne, disparu depuis le soir de la bagarre, et qu'on cherchait, sans pouvoir retrouver sa trace. Chaval, dans sa haine, l'avait dénoncé en refusant de nommer les autres, supplié par Catherine qui voulait sauver ses parents. Les jours se passaient, on sentait que rien n'était fini, on attendait la fin, la poitrine oppressée d'un malaise. À Montsou,
Dès lors, les bourgeois s'éveillèrent en sursaut chaque nuit, les oreilles bourdonnantes d'un tocsin imaginaire, les narines hantées d'une puanteur de poudre. Mais ce qui acheva de leur fêler le crâne, ce fut un prône de leur nouveau curé, l'abbé Ranvier, ce prêtre maigre aux yeux de braise rouge qui succédait à l'abbé Joire. Comme on était loin de la discrétion souriante de celui-ci, de son unique soin d'homme gras et doux à vivre en paix avec tout le monde, est-ce que l'abbé Ranvier ne s'était pas permis de prendre la défense des abominables brigands en train de déshonorer la région? Il trouvait des excuses aux scélératesses des grévistes. Il attaquait violemment la bourgeoisie, sur laquelle il rejetait toutes les responsabilités. C'était la bourgeoisie qui, en dépossédant l'Église de ses libertés antiques pour en mésuser elle-même, avait fait de ce monde un lieu maudit d'injustice et de souffrance. C'était elle qui prolongeait les malentendus, qui poussait à une catastrophe effroyable par son athéisme, par son refus d'en revenir aux croyances, aux traditions fraternelles des premiers chrétiens. Et il avait osé menacer les riches. Il les avait avertis que, s'ils s'entêtaient davantage à ne pas écouter la voix de Dieu, sûrement Dieu se mettrait du côté des pauvres. Il reprendrait leur fortune aux jouisseurs incrédules. Il les distribuerait aux humbles de la terre, pour le triomphe de sa gloire. Les dévotes en tremblaient. Le notaire déclarait qu'il y avait là du pire socialisme. Tous voyaient le curé à la tête d'une bande, brandissant une croix, démolissant la société bourgeoise de 89 à grands coups. M. Hennebeau, averti, se contenta de dire, avec un haussement d'épaules, « S'il nous ennuie trop, l'évêque nous en débarrassera. » Et, pendant que la panique soufflait ainsi d'un bout à l'autre de la plaine, Étienne habitait sous terre, au fond de Réquillart, le terrier à Jeanlin. C'était là qu'il se cachait, personne ne le croyait si proche. L'audace tranquille de ce refuge, dans la mine même, dans cette voie abandonnée du vieux puits, avait déjoué les recherches. En haut, les pruneliers et les aubépines, poussés parmi les charpentes abattues du beffroi, bouchaient le trou. On ne s'y risquait plus, il fallait connaître la manœuvre, se prendre aux racines du sorbier, se laisser tomber sans peur pour atteindre les échelons solides encore. Et d'autres obstacles le protégeaient, la chaleur suffocante du goyot, 120 mètres d'une descente dangereuse, puis le pénible glissement à plat ventre d'un quart de lieue entre les parois resserrées de la galerie avant de découvrir la caverne scélérate emplie de rapines. Il y vivait au milieu de l'abondance. Il y avait trouvé du genièvre, le reste de la morue sèche, des provisions de toutes sortes. Le grand lit de foin était excellent. On ne sentait pas un courant d'air, dans cette température égale, d'une tiédeur de bain. Seule, la lumière menaçait de manquer. Jeanlin, qui s'était fait son pourvoyeur, avec une prudence et une discrétion de sauvage ravi de se moquer des gendarmes, lui apportait jusqu'à de la pommade, mais ne pouvait arriver à mettre la main sur un paquet de chandelles. Dès le 5e jour, Étienne n'alluma plus que pour manger. Les morceaux ne passaient pas lorsqu'il les avalait dans la nuit. Cette nuit interminable, complète, toujours du même noir, était sa grande souffrance. Il avait beau dormir en sûreté, être pourvu de pain, avoir chaud, jamais la nuit n'avait pesé si lourdement à son crâne. Elle lui semblait être comme l'écrasement même de ses pensées. Maintenant, voilà qu'il vivait de vol. Malgré ses théories communistes, les vieux scrupules d'éducation se soulevaient. Il se contentait de pain sec, rognait sa portion. Mais comment faire? Il fallait bien vivre, sa tâche n'était pas remplie. Une autre honte l'accablait, le remords de cette ivresse sauvage, du genièvre bu dans le grand froid, l'estomac vide, et qu'il avait jeté sur Chaval, armé d'un couteau. Cela remuait en lui tout un inconnu d'épouvante, le mal héréditaire, la longue hérédité de saoulerie, ne tolérant plus une goutte d'alcool sans tomber à la fureur homicide. Finirait-il donc en assassin? Lorsqu'il s'était trouvé à l'abri, dans ce calme profond de la terre, pris d'une satiété de violence, il avait dormi 2 jours d'un sommeil de brute, gorgé, assommé. Et l'écœurement persistait.
Il vivait moulu, la bouche amère, la tête malade, comme à la suite de quelque terrible noce. Une semaine s'écoula. Les Maheu, avertis, ne purent envoyer une chandelle. Il fallut renoncer à voir clair, même pour manger. Maintenant, durant des heures, Étienne demeurait allongé sur son foin. Des idées vagues le travaillaient, qu'il ne croyait pas avoir. C'était une sensation de supériorité qui le mettait à part des camarades, une exaltation de sa personne à mesure qu'il s'instruisait. Jamais il n'avait tant réfléchi. Il se demandait pourquoi son dégoût le lendemain de la furieuse course au travers des fosses. Et il n'osait se répondre. Des souvenirs le répugnaient, la bassesse des convoitises, la grossièreté des instincts, l'odeur de toute cette misère secouée au vent. Malgré le tourment des ténèbres, il en arrivait à redouter l'heure où il rentrerait au coron. Quelle nausée, ces misérables en tas, vivant au baquet commun, pas un avec qui causer politique sérieusement, une existence de bétail, toujours le même air empesté d'oignons où l'on étouffait. Il voulait leur élargir le ciel, les élever au bien-être et aux bonnes manières de la bourgeoisie, en faisant d'eux les maîtres. Mais comme ce serait long, et il ne se sentait plus le courage d'attendre la victoire dans ce bagne de la faim. Lentement, sa vanité d'être leur chef, sa préoccupation constante de penser à leur place le dégageait, lui soufflait l'âme d'un de ces bourgeois qu'il exécrait. Jeanlin, un soir, apporta un bout de chandelle, volé dans la lanterne d'un roulier. Et ce fut un grand soulagement pour Étienne. Lorsque les ténèbres finissaient par l'hébéter, par lui peser sur le crâne à le rendre fou, il allumait un instant. Puis, dès qu'il avait chassé le cauchemar, il éteignait, avare de cette clarté nécessaire à sa vie, autant que le pain. Le silence bourdonnait à ses oreilles. Il n'entendait que la fuite d'une bande de rats, le craquement des vieux boisages, le petit bruit d'une araignée filant sa toile. Et les yeux ouverts dans ce néant tiède, il retournait à son idée fixe, à ce que les camarades faisaient là-haut. Une défection de sa part lui aurait paru la dernière des lâchetés. S'il se cachait ainsi, c'était pour rester libre, pour conseiller et agir. Ses longues songeries avaient fixé son ambition. En attendant mieux, il aurait voulu être Pluchart, lâcher le travail, travailler uniquement à la politique, mais seul, dans une chambre propre, sous le prétexte que les travaux de tête absorbent la vie entière et demandent beaucoup de calme. Au commencement de la seconde semaine, l'enfant lui ayant dit que les gendarmes le croyaient passé en Belgique, Étienne osa sortir de son trou dès la nuit tombée. Il désirait se rendre compte de la situation, voir si l'on devait s'entêter davantage. Lui pensait la partie compromise. Avant la grève, il doutait du résultat, il avait simplement cédé aux faits. Et maintenant, après s'être grisé de rébellion, il revenait à ce premier doute, désespérant de faire céder la compagnie. Mais il ne se l'avouait pas encore, une angoisse le torturait lorsqu'il songeait aux misères de la défaite, à toute cette lourde responsabilité de souffrance qui pèserait sur lui. La fin de la grève, n'était-ce pas la fin de son rôle, son ambition par terre, son existence retombant à l'abrutissement de la mine et au dégoût du coron? Et, honnêtement, sans bas calcul de mensonge, il s'efforçait de retrouver sa foi, de se prouver que la résistance restait possible, que le capital allait se détruire lui-même devant l'héroïque suicide du travail. C'était en effet, dans le pays entier, un long retentissement de ruines. La nuit, lorsqu'il errait par la campagne noire, ainsi qu'un loup hors de son bois, il croyait entendre les effondrements des faillites, d'un bout de la plaine à l'autre. Il ne longeait plus, au bord des chemins, que des usines fermées, mortes, dont les bâtiments pourrissaient sous le ciel blafard. Les sucreries surtout avaient souffert. La sucrerie Othon, la sucrerie Fauvel, après avoir réduit le nombre de leurs ouvriers, venaient de crouler tour à tour. À la minoterie du Tilleul, la dernière meule s'était arrêtée le 2e samedi du mois, et la corderie Bleuze,
pour les câbles de mine se trouvaient définitivement tués par le chômage. Du côté de Marchiennes, la situation s'aggravait chaque jour. Tous les feux éteints à la verrerie Gagebois, des renvois continuels aux ateliers de construction Sonneville, un seul des 3 hauts fourneaux des forges allumés, pas une batterie des fours à coke ne brûlant à l'horizon. La grève des charbonniers de Montsou, née de la crise industrielle qui empirait depuis 2 ans, l'avait accrue en précipitant la débâcle. Aux causes de souffrance, l'arrêt des commandes de l'Amérique, l'engorgement des capitaux immobilisés dans un excès de production, se joignait maintenant le manque imprévu de la houille pour les quelques chaudières qui chauffaient encore. Et là était l'agonie suprême, ce pain des machines que les puits ne fournissaient plus. Effrayée devant le malaise général, la compagnie, en diminuant son extraction et en affamant ses mineurs, s'était fatalement trouvée, dès la fin de décembre, sans un morceau de charbon sur le carreau de ses fosses. Tout se tenait, le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre, les industries se culbutaient en s'écrasant, dans une série si rapide de catastrophes que les contre-coups retentissaient jusqu'au fond des cités voisines, Lille, Douai, Valenciennes, où les banquiers en fuite ruinaient des familles. Souvent, au coude d'un chemin, Étienne s'arrêtait, dans la nuit glacée, pour écouter pleuvoir les décombres. Il respirait fortement les ténèbres, une joie du néant le prenait, un espoir que le jour se lèverait sur l'extermination du vieux monde. Plus une fortune debout, le niveau égalitaire passé comme une faux au ras du sol. Mais les fosses de la compagnie surtout l'intéressaient, dans ce massacre. Il se remettait en marche, aveuglé d'ombre, il les visitait les unes après les autres, heureux quand il apprenait quelque nouveau dommage. Des éboulements continuaient à se produire, d'une gravité croissante, à mesure que l'abandon des voies se prolongeait. Au-dessus de la galerie nord de Mirou, l'affaissement du sol gagnait tellement que la route de Joiselle, sur un parcours de 100 mètres, s'était engloutie, comme dans la secousse d'un tremblement de terre. Et la compagnie, sans marchander, payait leurs champs disparus aux propriétaires, inquiète du bruit soulevé autour de ces accidents. Crève-cœur et Madeleine, de roches très ébouleuses, se bouchaient de plus en plus. On parlait de 2 porions ensevelis à la Victoire. Un coup d'eau avait inondé Feutry-Cantel. Il faudrait murailler 1 kilomètre de galerie à Saint-Thomas, où les bois mal entretenus cassaient de toutes parts. C'était ainsi d'heure en heure, des frais énormes, des brèches ouvertes dans les dividendes des actionnaires, une rapide destruction des fosses, qui devait finir, à la longue, par manger les fameux deniers de Montsou, centuplés en un siècle. Alors, devant ces coups répétés, l'espoir renaissait chez Étienne. Il finissait par croire qu'un 3e mois de résistance achèverait le monstre, la bête lasse et repue, accroupie là-bas comme une idole, dans l'inconnu de son tabernacle. Il savait qu'à la suite des troubles de Montsou, une vive émotion s'était emparée des journaux de Paris, toute une polémique violente entre les feuilles officieuses et les feuilles de l'opposition, des récits terrifiants que l'on exploitait surtout contre l'international, dont l'Empire prenait peur après l'avoir encouragé. Et, la régie n'osant plus faire la sourde oreille, 2 des régisseurs avaient daigné venir pour une enquête, mais d'un air de regret, sans paraître s'inquiéter du dénouement, si désintéressés que 3 jours après, ils étaient repartis, en déclarant que les choses allaient le mieux du monde. Pourtant, on lui affirmait d'autre part que ces messieurs, durant leur séjour, siégeaient en permanence, déployaient une activité fébrile, enfoncés dans des affaires dont personne autour d'eux ne soufflait mot. Et il les accusait de jouer la confiance. Il arrivait à traiter leur départ de fuite affolée, certains maintenant du triomphe, puisque ces terribles hommes lâchaient tout. Mais Étienne, la nuit suivante, désespéra de nouveau. La compagnie avait les reins trop forts pour qu'on les lui cassât si aisément. Elle pouvait perdre des millions. Ce serait plus tard sur les ouvriers qu'elle les rattraperait, en rognant leur pain. Cette nuit-là, ayant poussé jusqu'à Jean Bart, il devina la vérité, quand un surveillant lui conta qu'on parlait de céder Vandame à Montsou. C'était, disait-on, chez Deneulin,
une misère pitoyable, la misère des riches, le père malade d'impuissance, vieilli par le souci de l'argent, les filles luttant au milieu des fournisseurs, tâchant de sauver leurs chemises. On souffrait moins dans les corons affamés que dans cette maison de bourgeois où l'on se cachait pour boire de l'eau. Le travail n'avait pas repris à Jean Bart, et il avait fallu remplacer la pompe de Gaston Marie, sans compter que, malgré toute la hâte mise, un commencement d'inondation s'était produit, qui nécessitait de grandes dépenses. Deneulin venait de risquer enfin sa demande d'un emprunt de 100 000 francs au Grégoire, dont le refus, attendu d'ailleurs, l'avait achevé. S'il refusait, c'était par affection, afin de lui éviter une lutte impossible, et il lui donnait le conseil de vendre. Il disait toujours non, violemment. Cela l'enrageait de payer les frais de la grève. Il espérait d'abord en mourir, le sang à la tête, le cou étranglé d'apoplexie. Puis, que faire? Il avait écouté les offres. On le chicanait, on dépréciait cette proie superbe, ce puits réparé, équipé à neuf, où le manque d'avance paralysait seul l'exploitation. Bien heureux encore s'il en tirait de quoi désintéresser ses créanciers. Il s'était, pendant 2 jours, débattu contre les régisseurs campés à Montsou, furieux de la façon tranquille dont ils abusaient de ses embarras, leur criant « Jamais !» de sa voix retentissante. Et l'affaire en restait là. Ils étaient retournés à Paris attendre patiemment son dernier râle. Étienne flaira cette compensation au désastre, repris de découragement devant la puissance invincible des gros capitaux, si forts dans la bataille qu'ils s'engraissaient de la défaite en mangeant les cadavres des petits tombés à leur côté. Le lendemain, heureusement, Jeanlin lui apporta une bonne nouvelle. Au Voreux, le cuvelage du puits menaçait de crever, les eaux filtraient de tous les joints, et l'on avait dû mettre une équipe de charpentiers à la réparation, en grande hâte. Jusque-là, Étienne avait évité le Voreux, inquiété par l'éternelle silhouette noire de la sentinelle, plantée sur le terri, au-dessus de la plaine. On ne pouvait l'éviter, elle dominait, elle était, en l'air, comme le drapeau du régiment. Vers 3 heures du matin, le ciel devint sombre. Il se rendit à la fosse, où des camarades lui expliquèrent le mauvais état du cuvelage. Même leur idée était qu'il y avait urgence à le refaire en entier, ce qui aurait arrêté l'extraction pendant 3 mois. Longtemps, il rôda, écoutant les maillets des charpentiers taper dans le puits. Cela lui réjouissait le cœur, cette plaie qu'il fallait panser. Au petit jour, lorsqu'il rentra, il retrouva la sentinelle sur le terri. Cette fois, elle le verrait certainement. Il marchait en songeant à ces soldats pris dans le peuple et qu'on armait contre le peuple. Comme le triomphe de la Révolution serait devenu facile si l'armée s'était brusquement déclarée pour elle, il suffisait que l'ouvrier, que le paysan, dans les casernes, se souvînt de son origine. C'était le péril suprême, la grande épouvante, dont les dents des bourgeois claquaient quand ils pensaient à une défection possible des troupes. En 2 heures, ils seraient balayés, exterminés, avec les jouissances et les abominations de leur vie inique. Déjà, l'on disait que des régiments entiers se trouvaient infectés de socialisme. Était-ce vrai? La justice allait-elle venir, grâce aux cartouches distribuées par la bourgeoisie? Et sautant à un autre espoir, le jeune homme rêvait que le régiment dont les postes gardaient les fosses passait à la grève, fusillait la compagnie en bloc et donnait enfin la mine aux mineurs. Il s'aperçut alors qu'il montait sur le terri, la tête bourdonnante de ses réflexions. Pourquoi ne causerait-il pas avec ce soldat? Il saurait la couleur de ses idées. D'un air indifférent, il continuait de s'approcher, comme s'il eût glané les vieux bois restés dans les déblais. La sentinelle demeurait immobile. « Hein, camarade, un fichu temps !» dit enfin Étienne. « Je crois que nous allons avoir de la neige. » C'était un petit soldat, très blond, avec une douce figure pâle, criblée de taches de rousseur. Il avait, dans sa capote, l'embarras d'une recrue. « Oui, tout de même, je crois, » murmura-t-il. Et, de ses yeux bleus,
il regardait longuement le ciel livide, cette aube enfumée dont la suie pesait comme du plomb au loin sur la plaine. « Qu'ils sont bêtes de vous planter là, à vous geler les os, » continua Étienne. « Si l'on ne dirait pas que l'on attend les Cosaques. Avec ça, il souffle toujours un vent, ici. » Le petit soldat grelottait sans se plaindre. Il y avait bien une cabane en pierre sèche où le vieux Bonnemort s'abritait par les nuits d'ouragan. Mais, la consigne étant de ne pas quitter le sommet du terri, le soldat n'en bougeait pas, les mains si raides de froid qu'il ne sentait plus son arme. Il appartenait au poste de 60 hommes qui gardaient le Voreux, et, comme cette cruelle faction revenait fréquemment, il avait déjà failli y rester, les pieds morts. Le métier voulait ça. Une obéissance passive achevait de l'engourdir. Il répondait aux questions par des mots bégayés d'enfants qui sommeillent. Vainement, pendant un quart d'heure, Étienne tâcha de le faire parler sur la politique. Il disait oui, il disait non, sans avoir l'air de comprendre. Des camarades racontaient que le capitaine était républicain. Quant à lui, il n'avait pas d'idée, ça lui était égal. Si on lui commandait de tirer, il tirerait, pour n'être pas puni. L'ouvrier l'écoutait, saisi de la haine du peuple contre l'armée, contre ses frères dont on changeait le cœur en leur collant un pantalon rouge au derrière. « Alors, vous vous nommez ? » ?»« Jules, et d'où êtes-vous ? » ?»« De Plogoff, là-bas. » Au hasard, il avait allongé le bras. C'était en Bretagne. Il n'en savait pas davantage. Sa petite figure pâle s'animait, il se mit à rire, réchauffé. « J'ai ma mère et ma sœur. Elles m'attendent, bien sûr. Ah, ce ne sera pas pour demain. Quand je suis parti, elles m'ont accompagné jusqu'à Pont-l'Abbé. Nous avions pris le cheval au Le Palmec. Il a failli se casser les jambes en bas de la descente d'Audierne. Le cousin Charles nous attendait avec des saucisses. Mais les femmes pleuraient trop. Ça nous restait dans la gorge. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Comme c'est loin, chez nous. » Ses yeux se mouillaient sans qu'il cessât de rire. La lande déserte de Plogoff, cette sauvage pointe du Raz, battue des tempêtes, lui apparaissait dans un éblouissement de soleil, à la saison rose des bruyères. « Dites donc, demanda-t-il, si je n'ai pas de punition, est-ce que vous croyez qu'on me donnera une permission d'un mois dans 2 ans ?» Alors Étienne parla de la Provence, qu'il avait quittée tout petit. Le jour grandissait, des flocons de neige commençaient à voler dans le ciel terreux, et il finit par être pris d'inquiétude en apercevant Jeanlin qui rôdait au milieu des ronces, l'air stupéfait de le voir là-haut. D'un geste, l'enfant le hélait. À quoi bon ce rêve de fraterniser avec les soldats ? Il faudrait des années et des années encore. Sa tentative inutile le désolait. Comme s'il avait compté réussir. Mais brusquement, il comprit le geste de Jeanlin. On venait relever la sentinelle. Et il s'en alla, il rentra en courant, se terrer à Réquillart, le cœur crevé une fois de plus par la certitude de la défaite, pendant que le gamin, galopant près de lui, accusait cette sale rosse de troupier d'avoir appelé le poste pour tirer sur eux. Au sommet du terri, Jules était resté immobile, les regards perdus dans la neige qui tombait. Le sergent s'approchait avec ses hommes, les cris réglementaires furent échangés. « Qui vive ? Avancez au mot de ralliement !» Et l'on entendit les pas lourds repartir, sonnant comme en pays conquis. Malgré le jour grandissant, rien ne bougeait dans les corons. Les charbonniers se taisaient et s'enrageaient, sous la botte militaire.